Voilà, deuxième partie de notre émission, c'est Territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin. C'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Ministre des Relations avec le Parlement. Et ça vous exonère pas d'avoir une voix un peu audible ce matin. Un peu hivernale. Vous avez été dans votre département, vous. Oui. Bonjour, Yann Mancini. Merci d'être avec nous. Spécialiste politique de Public Sénat et Pascal Jalabert du groupe EBRA qui représente le progrès sur ce plateau, qui est à Lyon mais qui est également à Saint-Étienne. Voilà, merci d'être avec nous. Marc Fesneau, on vient de voir la carte météo, de la météo des territoires de Gilles Mourou. Une canicule est annoncée. Est-ce que ça peut être dangereux pour un gouvernement, une canicule? Est-ce que le gouvernement y est préparé? Et est-ce que ça peut être dangereux pour un gouvernement comme ça l'a été, hein? La question n'est pas tant que ce soit dangereux pour un gouvernement. Je pense que c'est dangereux pour un certain nombre de publics fragiles. Je pense aux personnes âgées. Je pense aux jeunes, nourrissons en particulier. Et puis je pense à ceux qui travaillent à l'extérieur. On est encore dans une saison... au mois d'août 2003, on était dans une période où les travaux extérieurs, où les entreprises étaient plutôt à l'arrêt. Là, cette canicule va intervenir à un moment où il y a encore beaucoup de travaux de voirie, de bâtiments publics, etc. Et donc la mobilisation du gouvernement est pleine et entière pour édifier d'ailleurs de ce qui s'est passé depuis 2003. Il y a eu des tas de choses qui ont été faites, hein, la climatisation d'un certain nombre de salles, dans les EHPAD. On se rappelle les nombreux morts points de vigilance. Moi, dans ma propre commune, celle qui m'a succédé me disait qu'on lui avait indiqué les personnes qu'il fallait un peu surveiller parce qu'elles étaient plutôt à Marche Noire, qu'elles étaient plutôt isolées socialement. Tout ça, c'est des éléments nouveaux qui permettent de mettre en veille et en éveil chacun. C'est à la fois une mobilisation des services publics, des services de secours, que je salue au passage parce que tout est prêt. A priori, tout est prêt. Après, vous savez, on verra l'intensité de cette canicule. Manifestement, elle sera assez forte. La question, c'est sa durée. On nous annonce plutôt qu'elle devrait s'estomper à partir de vendredi ou samedi, mais il n'y a pas de certitude. Mais il n'y a pas de certitude. Donc, ça nécessite une vigilance de tous les instants des services publics et puis une vigilance de tous les instants de tous les citoyens. C'est-à-dire que dès qu'on voit quelqu'un dont on a le sentiment qu'il ne fait pas attention à s'hydrater, pas attention à se mettre, on puisse appeler à la mairie, tel ou tel service pour faire en sorte que l'attention, c'est un moment d'attention collective, les moments de canicule. Et puis je pense aussi à ceux, parce qu'on y pense souvent l'hiver, et à ceux qui vivent dehors, qui sont souvent les premières victimes, et sans domicile fixe, qui sont souvent les premières victimes de ces moments de canicule aussi. Donc il y a tout ça, c'est un point de vigilance collective qu'il faut avoir, mais la ministre Buzyn, le Premier ministre, la ministre du Travail, enfin tous les ministres sont en pleine mobilisation pour faire en sorte que cet épisode de canicule se déroule, si je peux dire, au mieux. On va parler du Parlement, autre sujet, avant de parler des textes à venir dans les prochaines semaines. Et ils sont nombreux. Un mot sur le calendrier. La session extraordinaire commence lundi prochain. Est-ce que vous savez quand elle prendra fin? Au plus tard, a priori, quand je dis a priori, c'est une quasi-certitude, à la fin du mois de juillet. Après, tout dépendra d'un certain nombre de commissions mixtes paritaires. On a une commission mixte paritaire conclusive sur la santé, une commission mixte paritaire conclusive sur l'école. Ça dépend aussi évidemment de ces navettes qui se déroulent ou qui ne se déroulent pas et qui détendent ou retendent le calendrier parlementaire. L'idée que nous avions, c'était de terminer la navette de textes importants. Je pense à la loi d'orientation mobilité, j'ai cité école et santé. Il y a la loi fonction publique qui est encore en examen au Sénat cette semaine. Et puis un certain nombre de textes qui ont moins été visibles, mais je pense au texte sur l'Alsace, je pense au texte sur l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a été voté la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'autres textes. Et puis, à l'Assemblée nationale, va débuter le texte sur l'énergie et le climat. Et puis, il viendra ensuite au Sénat. Donc, c'est quand même des textes importants qu'on essaiera de clôturer au mois de juillet. Et puis, s'ils ne sont pas clôturés au mois de juillet, pour certains, ils reprendront au mois de septembre. En septembre, quand? Vous avez une date de reprise? On n'a pas de date précise, mais... première quinzaine, enfin fin de première quinzaine ou début de suivante, on est dans ces horizons-là, mais c'est une prérogative, comme vous le savez, du président de la République. Et donc le président de la République convoquera au gré aussi de ce qui se sera passé au mois de juillet. C'est pas encore décidé. Pascal Jalabert. Oui, alors on parlera après de la loi bioéthique, mais moi la question que j'ai à vous poser, quand on voit que la loi mobilité, ça a commencé en février, ça va s'achever au mieux en juillet, la grande loi fondatrice de la seconde partie du mandat, c'est la réforme des retraites. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, c'est pour quand? Parce que le calendrier est bien bouché. Cette loi, c'est celle que les Français attendent. Quand est-ce que vous allez pouvoir la programmer? Bon, je crois qu'il y a plusieurs lois qui étaient attendues par les Français. Ceci dit, cette loi-là est une réforme de systémique, comme on dit. Au mois de juillet, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, présentera les conclusions du travail qu'il a fait depuis quasiment 18 mois désormais, en dialogue avec les organisations syndicales, avec le terrain, avec les Français, pour donner les grands principes de son texte, les grands principes de cette loi. Et puis, on est sur un horizon qui sera au tournant de l'hiver. Vous citiez la loi mobilité en disant présentée au mois de janvier-février et votée au mois de juillet.
c'est pas un délai fou, hein, 6 mois pour voter une loi de cette ampleur-là. Après, on verra dans le calendrier parlementaire à quel moment on peut le faire. Ceci dit, la loi d'orientation sur les retraites est une loi importante parce que c'est une loi qui nous projette sur plusieurs années, plusieurs décennies. L'objectif étant d'ailleurs d'avoir une réforme suffisamment profonde, mais en même temps une réforme qui se déroule dans le temps. Il n'est pas question d'organiser des ruptures violentes. Il faut qu'on ait une perspective pluridécennale pour faire en sorte qu'on puisse voir et que chaque citoyen puisse voir en conscience quelles sont les annuités dont il aura besoin. Ça sera après les municipales, très clairement. On verra. On n'est pas obligé de se caler uniquement sur le calendrier des municipales. Mais est-ce qu'il y a de la place on nous avait beaucoup dit. Vous connaissez le calendrier parlementaire par cœur. Est-ce qu'il y a de la place avant pour cette réforme des retraites? Il peut y avoir de la place, mais ça dépendra là aussi. Si je peux me permettre, c'est pas pour éluder votre question, mais des navettes qu'il pourra y avoir sur les autres textes que nous aurons. Le texte bioéthique va arriver, on va en parler sans doute après. Il y a un premier texte sur les collectivités locales présenté par Sébastien Lecornu qui va venir aussi à la rentrée, évidemment au Sénat, puisque constitutionnellement, c'est le Sénat qui doit l'examiner en premier. Donc on verra à ce moment-là les navettes, mais on nous avait parfois dit ne faut pas faire la réforme de la fonction publique avant les européennes. Et vous voyez, nous avons pu faire le texte. Donc on n'est pas seulement avec comme horizon l'horizon électoral. La réforme, elle n'attend pas forcément les horizons électoraux. La question, c'est d'avoir des réformes qui soient suffisamment explicitées devant les Français et dont les débats soient de qualité pour pouvoir expliquer les choses. Marc Fesneau, est-ce que la crise des Gilets jaunes, les manifestations qu'on a connues depuis des mois ont retardé l'action gouvernementale, fait qu'il peut y avoir embouteillage? Non, vous regarderez à rebours, maintenant on peut le faire un bilan. Le bilan de ce que nous avons fait entre le mois de décembre et le mois de mai-juin, période où le 25 avril, la date de la conférence de presse du président de la République, et vous en parlerez avec les parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'ai pas l'impression qu'on est chômé. Le texte santé, le texte fonction publique, le texte sur les mobilités, tout ça, ça a navigué, si je peux dire, sans faire de jeu de mots, sur les mobilités, pendant une période où on pouvait nous dire qu'il fallait pas trop avancer. Je ne crois pas que le calendrier parlementaire ait été du tout détendu au moment de la crise des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, nous aurions fait défaut à nous-mêmes, puisqu'une partie des réponses, je pense à la question de la désertification médicale, je pense à la question des mobilités, elle trouve sa réponse, en tout cas en partie sa réponse, dans les lois que je viens d'énumérer. Donc, je ne crois pas que nous soyons dans une phase où nous rattrapions un retard. Nous avons déroulé un programme législatif qui a été assez dense, y compris depuis la crise des Gilets jaunes. Alors, on va parler des lois bioéthiques qui contiennent la PMA pour toutes, entre autres, puisque là aussi c'est un texte vaste. Elle sera présentée au Conseil des ministres le 26 juillet. Éric Woerth disait hier que vous en faites un outil politique pour diviser les oppositions. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, pas du tout. D'ailleurs, la volonté du président de la République et du Premier ministre, c'est d'entrer dans le débat avec autant de sérénité que possible. Nous n'en faisons pas un porte-étendard quelconque. C'est un engagement de campagne du président de la République. C'est une évolution que chacun a pu mesurer nécessaire pour un certain nombre de Français. Et donc, on ne compte pas du tout en faire un porte-étendard. Il faudra que le débat se déroule. Le débat se déroule. D'ailleurs, la ministre Buzyn, hier, dans un journal, a annoncé la volonté qu'elle avait de pouvoir écouter tout le monde, de pouvoir le faire avec le respect des positions des uns et des autres. Il me semble que l'entrée en matière n'est pas du tout celle d'un porte-étendard ou d'une opposition que nous voudrions ouvrir les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Et pour tout vous dire, M. Woerth a raison. Dans les groupes, il y a des opinions de nature différente et ce n'est pas une question d'opposition et majorité. Il me semble que dans chaque groupe, il y a des gens qui, en conscience, portent un regard différent sur tel ou tel sujet et pas seulement sur la PMA. Y compris dans la majorité, est-ce qu'il y a un risque de diviser? Mais il n'y a pas de risque majoritaire de division quand on se respecte et quand on sait le texte qu'on veut poser. Le risque de division, il est parfois sur des fractures personnelles, sur le fait que certains puissent, comment dirais-je, avec leurs convictions y aller un peu fort. Mais il n'y a pas de risque de division en tant que tel. On est sur des questions éthiques. Il faut respecter que sur des questions éthiques, c'est vieux comme les débats sur l'éthique. Quand vous regardez les grands débats que nous avons eus en France, c'est des débats qui ont, au sein des groupes, parfois mené à des débats très profonds, des débats très approfondis, des débats très solides. Ça n'a jamais fracturé des majorités. Je pense que ni des oppositions, d'ailleurs, c'est pas le sujet. Il n'y a pas d'obligation. Je crois que Gilles Legendre a dit lui-même qu'il fallait respecter toutes les positions, et c'est ce que nous partageons aussi au MoDem. On peut exprimer une position qui soit différente de son collègue, sans que ce soit forcément un drame. L'important, c'est que la loi soit votée, mais je crois que dans tous les groupes, il y a des choses qui traversent. Quand vous parlez de la question de la filiation et de l'accès aux origines, par exemple, je pense que c'est une question qui n'est ni de droite, ni de gauche, ni d'opposition, ni de majorité. C'est une question qui parle à l'histoire de chacun, à la connaissance que chacun en a, à la philosophie que chacun en a. Et donc, je ne crois pas du tout qu'on puisse nous faire le procès de vouloir l'instrumentaliser. Il n'y a aucun intérêt. Et donc, il faut le faire avec la nécessité du débat. Et d'ailleurs,
J'en veux pour preuve que ceux qui ont essayé d'instrumentaliser précédemment sur des textes de cette nature-là, je pense au mariage pour tous, on en été pour leurs abattis, si je peux dire. Mais je pense que le mariage pour tous, on aurait pu mener un débat qui était à la fois d'avancer sur ce sujet-là, sans en faire un porte-étendard et un motif de rupture entre majorité et d'opposition. Quand vous pensez au débat qu'a mené Simone Veil, quand vous pensez à un autre débat qui n'était pas de bioéthique, mais sur la peine de mort, on voit bien que c'est des débats qui avaient transcendé l'opposition et la majorité. C'est des débats qui méritent ce dépassement-là, me semble-t-il. Un mot sur une autre réforme, la réforme constitutionnelle. On n'y voit plus très clair sur le calendrier. Est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour du Parlement ? Elle est toujours à l'ordre du jour du Parlement. Le Premier ministre et le Président de la République ont posé clairement les choses. D'ailleurs, le Président du Sénat aussi, au fond. On voit bien les points d'accord que nous avons aujourd'hui, en particulier sur le sujet constitutionnel, et on voit bien le point de désaccord qui existe encore aujourd'hui, sur le projet de loi organique, sur la réduction du nombre de parlementaires en particulier. Le président Larcher, à juste titre, à mon sens, a dit que c'était un tout. La révision constitutionnelle, le projet de loi organique, le projet de loi ordinaire qui vise, lui, à introduire une part de proportionnel. Et donc, on a encore un travail à faire. Je trouve que les positions ont convergé. À la même époque, l'an dernier, il me semble que nous étions plus éloignés. Donc, on prendra le temps qu'il faut. Elle est à l'ordre du jour quand, alors ? Elle n'est pas à l'ordre du jour à ce stade. Le Premier ministre l'a très clairement dit. Il a dit, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un accord. On la mettra à l'ordre du jour quand les conditions d'un accord seront réunies. Oui, comme vous l'avez dit, vous êtes issu du MoDem. La proportionnelle, c'est une revendication historique de votre parti. Là-dessus, vous entendez ne pas lâcher ? Oui, c'est pas seulement une revendication. Quel est le pourcentage Le pourcentage qui est posé sur la table est un pourcentage à 20% dans le texte qui sera présenté. C'est pas une question du MoDem. C'est une question de faire en sorte que les différents courants de la vie politique française soient représentés, de trouver le juste dosage qui permette à la fois une stabilité au sein de l'Assemblée nationale, parce que la Ve République, sa solidité, c'est aussi sa stabilité, et en même temps qui permettent une représentation des courants, et le débat naîtra. Et puis vous voyez bien que c'est pas la même chose, une proportionnelle à 20% sur 577 députés, une proportionnelle à 15% corrective sur 450. Vous voyez, il y a des tas d'options qui sont encore discutables et qui seront discutées, j'en doute pas. On reste dans le Sénat. Oui, vous parliez de Gérard Larcher. Gérard Larcher, il a désormais un rôle de reconstructeur à droite. Est-ce que ça dégrade les relations avec l'exécutif, notamment sur cette réforme ? Est-ce que désormais, pour vous, il est plus un adversaire politique que le président du Sénat ? Non, mais de toute façon, moi, je respecte les institutions par nature. Tout autant que le président Larcher, il est président de la 2e Assemblée. On sait le rôle éminent qui est celui du Sénat. Après, chacun, les uns et les autres, nous faisons de la politique. Et donc, que le président Larcher fasse de la politique... Mais lui, on fait plus que précédemment. Ça peut pas être une découverte. En tout cas, il l'exprime plus explicitement. Mais c'est pas en soi un écueil que d'avoir des interlocuteurs qui pensent pas comme vous. Enfin, dans une démocratie... On ne discute pas qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord. Sinon, on n'est plus tellement en démocratie. Enfin, en tout cas, j'invite à être prudent sur la dérive qui consisterait à dire je ne parle qu'avec des gens avec lesquels je suis parfaitement en ligne. Donc c'est bien dans le débat démocratique. Je crois que le président Larcher fait tout à fait la distinction et je ne sens pas une dégradation profonde des relations entre le Sénat et l'exécutif. Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, est notre invité politique ce matin. On va parler des municipales. C'est des élections qui sont dans moins d'un an. On a regardé, on vous voit beaucoup dans votre département, le Loir-et-Cher. Marc Fesneau, vous êtes l'ancien maire de Marche-Noire, je le rappelais tout à l'heure. Vous avez des ambitions municipales à nouveau ? Je suis resté conseiller municipal de ma commune. Si je suis beaucoup dans le Loir-et-Cher, enfin j'ai 2 week-ends qui m'ont permis d'être dans le Loir-et-Cher, ce qui me permet d'être auprès des miens d'abord, pour être très honnête, et puis 2, éventuellement de participer à des manifestations, parce que je crois que les élus locaux sont heureux de pouvoir retrouver... leurs élus et quand et vos ambitions municipales, je suis élu à Marche-Noire. Oui, je pourrais être candidat dans ma propre commune, mais enfin, ça n'est pas c'est ni une révolution. Mais c'est une possibilité, vous l'envisagez ? D'être candidat sur la liste, on verra après la place que j'entends jouer, mais en même temps, une fois que vous avez... redevenir maire, c'est une option pour vous ? C'est une option pour vous ? Je ne crois pas, parce qu'au fond, une fois que vous avez tourné la page et que vous avez mis en situation des gens de vous remplacer, c'est assez difficile, en tout cas pour moi, de leur dire maintenant que mon envie a changé, je vous demande de me laisser la place. En tout cas, c'est pas ma façon de faire de la politique. Ça n'empêche pas que, à la place qui est la mienne aujourd'hui, je puisse être utile dans mon conseil municipal. Et celle qui m'a succédé, avec qui je m'entends très bien, fait un excellent travail dans ma commune. Vous avez moins envie d'être ministre ou pas ? Comment ? Vous avez moins envie d'être ministre ? Ah non, c'est pas moins envie d'être ministre. D'abord, la question de ministre, je vais vous le dire, je crois que je l'ai déjà dit ici, c'est pas une question d'envie, c'est une question de la demande qui vous est faite par le président de la République, qui est le Premier ministre, et de la confiance qui vous est faite à la tâche qu'on vous assigne. Donc c'est pas une question d'envie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent à parler d'envie quand on est ministre. Après, on essaie d'exercer sa tâche le mieux possible. En revanche, la question municipale est une question plus d'envie. Mais j'ai envie de garder un pied aussi, effectivement, dans les collectivités. D'abord, c'est ma culture personnelle, c'est mon histoire personnelle.
Et si ça peut se faire et si je peux être utile, je le ferai volontiers dans la commune et dans la communauté de communes. Ça permet d'avoir un ancrage. Justement, les municipales, donc le MoDem au municipal, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous pensez que finalement il faut discuter avec des maires de gauche ou de droite sortants qui partagent peu ou prou vos convictions et qui ont déjà fait du bon travail? Il me semble que la philosophie des municipales, elle est tout à fait en adéquation avec la philosophie qui a présidé à l'élection d'Emmanuel Macron. C'est une philosophie du dépassement. Quand vous constituez une équipe municipale, alors je ne vous parle même pas des 35 000 communes de France qui sont en dessous de 10 000 habitants, globalement, on n'est pas vraiment sur une affaire droite-gauche et encore moins sur une affaire partisane. Oui, on va mettre de côté ça fait 500 000 élus locaux. Ça fait quand même 500 000 élus locaux qu'on met de côté comme ça allègrement. Oui, bon. Il me semble que on sait que c'est l'intérêt général. Oui, mais c'est quand même précieux. Bien sûr. Et je ne dis pas que vous dites le contraire d'ailleurs. C'est quand même précieux de voir que dans beaucoup de territoires, des gens se rassemblent au-delà de leurs étiquettes. Et donc c'est ce qui nous semble-t-il présider. Alors après, dans les villes plus importantes, il y a évidemment un effet de politisation. Mais il nous semble qu'il faut regarder les choses non pas seulement avec les étiquettes, mais avec aussi le projet qui est porté, le bilan du sortant. Parce que quand même, une élection municipale, c'est aussi une affaire d'incarnation, une affaire de bilan. Et donc, c'est avec ce regard-là qu'on va faire les choses, avec la volonté de poursuivre l'œuvre qui a été celle depuis 2017, c'est de faire en sorte que se puissent se constituer des majorités nouvelles au-delà de ces clivages. Ça n'empêche pas qu'il y ait des désaccords avec un certain nombre de municipalités sortantes ou de municipalités entrantes, si je peux dire. Et donc, c'est ce travail-là qu'on fera. On est encore un peu loin, même si vous disiez c'est dans moins d'un an. Je ne suis pas sûr que les Français, sortant à peine des européennes, soit dans la période qu'on va ouvrir complètement sur les affaires Dernière municipales. question, est-ce que vous confirmez ce que disait le Parisien hier, qu'il y a des tensions entre le MoDem et la République En Marche pour les investitures municipales, la République En Marche qui aurait des visées hégémoniques? Non, enfin, il n'y a pas de tension. Quand vous êtes en discussion entre partis politiques et entre mouvements politiques, et quand vous devez faire des choix, il y a toujours des moments de discussion. Parfois, de discussion un peu solide. On est en phase de discussion. Un peu solide, ça veut dire qu'il y a des tensions? Non, mais ce n'est pas des tensions. Les tensions n'apparaissent que quand vous n'avez pas réussi à résoudre les problèmes que vous avez devant vous. Donc, on est dans une phase de discussion et de regarder et de choisir les meilleurs candidats et les meilleures stratégies. Et donc, c'est un moment normal dans la vie politique. Retour de Jean-Luc Mélenchon aux premières loges ce week-end. Vous trouvez ça bien qu'il se réapproprie son mouvement? D'abord, je ne suis pas très surpris. Il ne m'a pas semblé que Jean-Luc Mélenchon voulait avoir autre chose que la main sur son mouvement. C'est bien son droit et c'est bien légitime. Après, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est la vie publique et la vie politique. Pas une bonne nouvelle pour vous, ça? Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Enfin, je ne navigue pas et nous ne naviguons pas en regardant en permanence et nous obsédant en permanence de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, je vous rappelle quand même, c'est la vie démocratique. Je le fais sans aucune, sans aucun mépris et aucune condescendance. Les Français, ils ont dit quelque chose au moment des européennes de ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Ils ont sans doute trouvé qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient excessives et qui avaient été excessivement portées au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc Jean-Luc Mélenchon est un acteur de la vie publique. Comme ministre des Relations avec le Parlement, par ailleurs, il est parlementaire, je le respecte. En démocratie, il faut aussi respecter ses adversaires, mais il n'y a pas de crainte à avoir ses adversaires quand on est assez solide sur ses bases. Merci Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, d'avoir été notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Merci Pascal Jalabert du groupe EBRA du Progrès. Et merci Oriane Mancini de Public Sénat. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Marc Fesneau quitte ce plateau, nous sommes en direct et nous rejoignent Sébastien Fournier qui était déjà dans la première partie de cette émission et un nouveau venu, Pierre Dumazeau. Bonjour. Directeur de la rédaction de La Lettre de l'Expansion qu'on retrouve souvent sur ce plateau. Messieurs, un petit mot justement sur Jean-Luc Mélenchon puisqu'il a fait, on va dire, son grand retour ce week-end. Marc Fesneau a dit qu'au fond, les électeurs avaient sanctionner d'une certaine manière aux européennes les prises de position de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Il est critiqué en interne. On a vu que ça s'était pas fait tout seul, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Même Clémentine Autain ne sait pas comment Adrien Quatennens, qui était notre invité d'ailleurs la semaine dernière, a été nommé numéro 2, élu numéro 2. Jean-Luc Mélenchon, il est revenu, ça y est, définitivement, Pierre Dumazeau? Déjà, Jean-Luc Mélenchon, il n'avait pas le choix de revenir. Donc, après la défaite aux élections européennes, parce que c'est une défaite quand on compare les deux scores, ça c'est absolument indéniable, il n'avait pas le choix que de revenir, que de reprendre la main sur son parti. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de son parti, déjà, il y a deux lignes
politiques qui ont du mal à cohabiter, celle de François Ruffin et celle de Daniel Obono, pour faire très vite et un peu grossièrement. Et ensuite, parce qu'à l'intérieur de son parti, il y a des talents. Alors, il y a Adrien Quatennens, mais il y a aussi François Ruffin. Son livre, le livre de François Ruffin, a beaucoup marqué quand il fait des déclarations en disant « populiste, pour moi, ce n'est pas une insulte ». On sent bien que François Ruffin a envie d'autre chose. Et ça, peut-être que ça fait peur à Jean-Luc Mélenchon. Oui, moi, je suis pas surpris. À vrai dire, je suis pas très surpris que Jean-Luc Mélenchon reste à sa place d'une certaine façon. C'était pas, je veux dire, il n'y avait pas de suspense sur la question. Que Quatennens aujourd'hui soit coordinateur numéro 2, c'est plutôt effectivement une chose intéressante. Alors, disons dans l'idée un peu de rebâtir, essayer de faire quelque chose de ce parti avec un organigramme. Hein. C'est quelque chose de nouveau d'ailleurs. Hein. Un organigramme. Hein. C'est pas tout à fait dans les habitudes du parti. Donc, bon. On va revenir sur ce qu'a dit le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui était notre invité il y a quelques minutes, Pierre Dumazeau. Je vais poser la question, savoir si la crise des Gilets jaunes, les manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois avaient ralenti au fond l'action du gouvernement, notamment au Parlement. Il a répondu que non, vous avez entendu, et il a également dit qu'au fond, le gouvernement était obligé d'aller vers toutes ces lois pour justement répondre aux préoccupations des Français. Oui, c'est le grand élément de langage du gouvernement et de la majorité, c'est dire que face à la crise des Gilets jaunes, on ne peut pas faire autrement que de faire passer les lois portées par le chef de l'État et le gouvernement parce que ça ira mieux après. Bon, le problème est qu'il n'y a pas seulement les Gilets jaunes, certaines quand même grandes réformes ont été arrêtées avec l'affaire Benalla, par exemple. Et on pense à la réforme constitutionnelle qui aurait dû être discutée. Dont on n'a pas eu de précision ce matin. Hein, c'était très... Tout allait bien, mais c'était quand même très lieu, mais quand, comment... très flou et très vaseux comme explication, parce qu'il y a quand même des gros points de tension avec le Sénat. Et je pense que Gérard Larcher, avec sa nouvelle position, déjà qu'il ne se laissait pas faire avant, il se laissera encore moins faire maintenant. Mais avec sa nouvelle position, vous faites allusion à son rôle politique, qui est éminemment politique. Suite au scandalaire. Absolument, qui est éminemment politique aujourd'hui. Oh, pardon. Oui, désolé. Oui, et puis il y a quand même les municipales et les sénatoriales de 2020. Les municipales... L'une impactant énormément l'autre. En effet, donc Gérard Larcher, il a fait ses calculs, il sait très bien que s'il perd un nombre de sénateurs, c'est un risque que le groupe, en effet, en pâtisse. Donc là, on est bien évidemment dans une équation politique. Hein. Revenons à ces lois qu'il faut faire, de toute façon, absolument, pour répondre aux préoccupations des Français. C'est ce qu'a dit Marc Fesneau. Oui, je ne sais pas si... Ces réformes ? Oui, je ne sais pas si ça va forcément répondre aux préoccupations des Français. Vite, c'est un élément de langage. Oui, c'en est un, parce que est-ce que la préoccupation des Français, c'est la loi bioéthique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors oui, pour une partie des Français, c'est une certitude. Mais est-ce que on répond à la crise ? Parce que la crise des Gilets jaunes, voilà, c'est une crise quand même extrêmement profonde, même si aujourd'hui elle se traduit moins visuellement. Je pense que visiblement, pardon, je pense qu'elle se traduira par l'abstention et donc par un vote sanction aux prochaines élections municipales. Donc vous voyez beaucoup d'abstentions aux municipales qui sont pourtant... Un vote sanction aux élections municipales et ensuite beaucoup... des élections où on vote pour un homme, et ensuite une équipe, une femme... Et de toute façon, il y a deux moyens de sanctionner. Soit on ne va pas voter, soit on vote pour l'adversaire du gouvernement. Donc Mais ces réformes-là, elles vont être, d'abord, je crois qu'il faut le dire, extrêmement lourdes à porter. La loi bioéthique va y avoir énormément de débats, la réforme constitutionnelle, beaucoup de débats, il y a l'assurance chômage aussi qui va être quelque chose de très lourd, les retraites, tout ça fait que le gouvernement va devoir être extrêmement habile, et beaucoup plus habile, je pense, que dans la première partie du quinquennat où il fallait tout faire passer, entre guillemets, en force sans trop réfléchir. Alors, sur la PMA, c'était un engagement... Tout à fait, un engagement du chef de l'État. C'est pas seulement des éléments de langage. Je pense que là, on c'est pas dans... Oui. Voilà, le cœur du programme du candidat, du candidat Macron. Pour revenir sur le calendrier, il est évident que la succession de crises a évidemment mis le calendrier un peu... il faut dire la vérité. L'affaire Benalla, la crise des Gilets jaunes, le grand débat. On avait quand même plusieurs textes qui devaient être discutés. Faut rappeler qu'on a quand même eu 6 mois de pause à l'Assemblée nationale à cause de l'affaire Benalla.
où il ne s'est rien passé pendant 6 mois. Absolument. Donc, Absolument. Un petit mot sur le MoDem, hein, il en est issu. Quelle est sa place dans la majorité aujourd'hui, Pierre Dumazeau, le MoDem? On en parle à chaque élection. oui. Ça disparaît juste après. Elle est compliquée, mais ça, c'est c'est toute la magie et le talent. Je rappelle, François... c'est François Bayrou, voilà, le leader historique du MoDem. c'est la magie et le talent de François Bayrou, c'est d'être le faiseur de roi. Donc ça, ce qui est quand même une place extrêmement confortable. Il l'était déjà quand il avait fait 18% en 2007, il me semble. La place du MoDem, c'est un peu comme la place de Agir, les constructifs. C'est un peu difficile. Ils font la charnière dans la majorité. Ils font la charnière. En même temps, En Marche en a besoin pour récupérer cet électorat centriste qui, en France, existe, malgré tout, qui est là. Donc François Bayrou en a besoin, mais les relations sont forcément compliquées parce que le MoDem existe depuis pas mal d'années, parce qu'il y a des élus. On a vu quand même que François Bayrou avait mis Jacqueline Gouraud, par exemple, du MoDem, Marc Fesneau. Avant, dans l'ancien précédent gouvernement, il y avait Marielle de Sarnez. Donc on voit que Bayrou s'est extrêmement bien placé ses pions, et on sait aussi que Emmanuel Macron a toujours parlé à François Bayrou. Oui, absolument. Ils sont assez, effectivement, assez proches. Hein. Et complémentaires. Complémentaires, oui. Oui, il fait partie, en effet, de ces visiteurs réguliers. Ces influenceurs, on dirait. Oui, exactement. Mais il est là, présent. Et c'est toute la force de François Bayrou, parce que même depuis Pau, il arrive à être quand même à Paris. Voilà. Non, mais c'est une force politique. Pierre Dumazeau, qui dirige la rédaction de la lettre de l'expansion. Merci. Sébastien Fournier, qui dirige Objectif Métropole de France. Merci. Messieurs, on va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques ce week-end, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve juste après pour l'actualité parlementaire. À tout de suite. Les militants attendaient la parole du chef depuis la défaite cinglante aux européennes, une défaite qu'il a assumée et dont il a expliqué les raisons. Nous voulions ce week-end ouvrir un nouveau chapitre de la construction évolutive de ce mouvement, avec un objectif qui était celui de faire en sorte que l'on sorte de ce week-end de travail avec un mouvement assez considérablement réorganisé, de manière à pouvoir se remettre en selle pour les combats futurs. Une force est là, c'est un point d'appui. Et rien, en tout cas aucune simagrée, aucune autoflagellation de convenance, tant à la mode dans la vieille gauche officielle mondaine, ne viendra jamais abattre. Moi, mon souhait, c'était justement qu'on sorte le mouvement des institutions et qu'on mette à sa tête quelqu'un qui puisse s'adresser à la société sans parler depuis les bancs de l'Assemblée nationale. On se demande s'il a vraiment bien compris ce qui se passait ou s'il n'est pas atteint déjà par la canicule. Car vous parlez de quel passage quand il dit que l'État est détruit par la politique macroniste? Il y a quand même deux sujets importants pour la France insoumise. Le premier sujet, c'est la stratégie politique. Où va-t-il ? Personne ne le sait. C'est en effet une difficulté de saisir où se décide la ligne stratégique, comment sont prises les décisions et au fond, est-ce qu'on a le droit, Charlotte Girard l'a dit et je trouve cette expression assez juste, est-ce qu'on peut à la France insoumise, sérieusement, ne pas être d'accord sans être mis vraiment au banc? Je suis consterné par le nombrilisme de certaines critiques. Alors, dans une sorte de toute-puissance puérile, si nous avons rencontré des difficultés, ce serait entièrement de notre faute parce que nous n'avons pas coché la bonne case dans le QCM, parce que je ne suis pas assez poli. Moi, je l'ai trouvé assez outrancier, des attaques vraiment agressives, et on voit bien qu'il y a une sorte de course dans les oppositions contre Emmanuel Macron. Tout ça est peu constructif. Alors, il se sent peut-être menacé, en effet, par Yannick Jadot. La page est tournée. Ce n'est plus moi qui ouvrirai toutes les réunions, ni moi qui les terminerai toutes. J'en ferai un certain nombre, mais pas toutes. Quel est mon rôle, m'a-t-on dit, dans ce mouvement? Mon rôle, il est consubstantiel au mouvement. Je pense que dans une formation politique, il est normal qu'après un échec électoral, il y ait une discussion sur la ligne, sur l'orientation et sur le mode de fonctionnement. C'est quand même le minimum qu'on puisse attendre dans une organisation politique. Voilà, on poursuit avec la troisième partie de cette édition. Dans un instant, démarre Territoire Sénat. On s'y retrouve.